Coucou! Il n'y a pas si longtemps, je suis allée au musée de la civilisation. En fait, j'y suis retournée pour revoir la même exposition pour la deuxième fois. J'ai visité une première fois l'exposition unique en son genre, qui est censée nous informer sur l'identité de genre et la diversité autour de l'identité de genre. Mais la visite autonome m'avait laissé avec des questions sans réponse. Et là, de façon assez imprévue, c'était tout à fait impromptu. Un de mes amis m'a offert comme ça de partir en virée à Québec. Et comme c'était un jour de fin de semaine, il y avait des visites guidées, alors il a accepté qu'une de nos activités de la journée ce soit d'aller au musée de la civilisation. Et comme je n'étais pas préparée, je n'avais pas apporté mon matériel de prise de notes, mais regardez, je me suis procuré à Québec un cahier et un stylo particulièrement adéquats pour prendre des notes sur les questions liées au sigle 2S LGBTQIA+. J'en oublie probablement parce que ça s'allonge sans arrêt, mais bon, ils aiment bien ce type de couleur et prendre des licornes comme ornement ou comme symbole. Enfin bref, même bien équipée comme ça, j'ai été déçue parce qu'une visite guidée qui aurait dû durer 45 minutes en a duré à peine 5. J'ai raconté dans ma capsule précédente comment la guide nous a planté là, mon ami et moi, au bout de 5 minutes, parce qu'elle n'arrivait pas à répondre à nos questions, somme toute. Et j'ai parlé à la régisseure, et la régisseure, elle m'a remis le guide lié à l'exposition en disant que je trouverais peut-être des réponses à mes questions dans ce guide. Si vous voulez le lire vous-même, elle m'a remis une version papier, mais vous pouvez trouver exactement le même guide sur Internet. J'ai mis un lien dans la description de la présente vidéo. Alors, ce guide, je vais en lire des extraits et faire des petits commentaires. Premier concept, en fait, ça commence avec un lexique. Première partie, le b.a.-ba du genre, et le premier mot qui est défini, c'est le genre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le genre est un concept social catégorisant les personnes selon des caractéristiques arbitraires et subjectives. Si c'est un concept social, ce n'est pas arbitraire et subjectif. Ce qui est social, on peut en prendre connaissance de façon objective et collective. Prenez le sens des feux de circulation. Que la lumière rouge veuille dire qu'on doit arrêter son véhicule, c'est social. Ça a été établi socialement. Ce n'est pas arbitraire. Ou tenez, le sens des mots, c'est social. Ça n'a rien d'arbitraire. Ceci est un stylo. Bien sûr que le sens du mot stylo pourrait évoluer. Ceci pourrait changer de nom. Ce qui est social est malléable, mais ce n'est pas arbitraire et ce n'est pas subjectif. Alors déjà, juste le concept de genre est défini de façon inadéquate. Bon, déjà parce que ce n'est pas ce que veut dire le mot genre en français. C'est un mot qui existe depuis longtemps et qui veut dire complètement autre chose. Mais même la définition qui est ici ne tient pas, indépendamment que ce soit une nouvelle définition. Et d'ailleurs, justement, le discours qui est présenté dans cette exposition-là, moi j'appelle ça l'idéologie du genre. L'idéologie du genre est truffée d'usages inadéquats du langage. Et on le voit beaucoup, on voit plusieurs exemples dans le lexique qui est ici. Alors, le deuxième concept qui est défini, c'est l'identité de genre. Alors ça, j'ai expliqué dans ma capsule précédente pourquoi la définition n'est pas adéquate. Il n'y a jamais de définition adéquate, mais je vous invite à retourner écouter ma vidéo précédente et j'ai aussi fait mes commentaires sur la notion de sexe ou de genre assigné à la naissance. Il n'y a rien qui est assigné à la naissance. On constate
le sexe du bébé. Mais je ne reviens pas sur ce que j'ai déjà dit dans la vidéo précédente. Je vais plutôt y aller avec un commentaire sur la définition de la notion d'expression de genre. Il est écrit que l'expression de genre concerne la façon d'affirmer socialement son identité de genre par des caractéristiques et des comportements observables par autrui. Alors, si on laisse de côté que la notion d'identité de genre n'a pas de définition, ça semble presque correct comme définition. Mais il faut voir ce qui est écrit après. On inclut dans l'expression de genre les codes de langage, parmi autres choses, mais je ne relève que celle-ci. Les codes de langage, par exemple, pronoms, prénoms. Alors, les pronoms. Il faudrait utiliser des pronoms elle, il ou ce qu'on appelle des pronoms neutres en fonction de l'identité de genre de la personne dont on parle. Mais là, l'expression de genre, c'est censé être ce que la personne elle-même exprime. Là, ça ne fonctionne plus parce que, admettons que moi, je dise que j'ai une identité de genre non binaire, ni féminine ni masculine, je ne suis ni une femme ni un homme, et que je dise que je veux qu'on utilise le pronom « yel » pour me désigner, ça voudrait dire que mon genre a des implications pour ce que les autres expriment. Continuons. La notion de binarité. La binarité désigne le système dichotomique que représentent les identités homme-femme. Alors déjà, non, hommes et femmes, ce ne sont pas des identités, ce ne sont pas des identités de genre. Ce sont les mots qu'on utilise pour désigner les humains selon leur sexe. Et le système qui est binaire ici, c'est le sexe. C'est le sexe qui est binaire. Mais on nous dit ensuite les identités de genre binaires désignent les deux identités de genre reconnues légalement, socialement, etc. dans la société québécoise, femmes et hommes. Alors, déjà, non, même si, ok, c'est identité de genre à la place de sexe, mais indépendamment de ça, ce n'est pas le sexe ou l'identité de genre elle-même qui est binaire. Je veux dire, c'est pas le sexe de la personne qui est binaire, ni l'identité de la personne. C'est le système. Le sexe est binaire parce que c'est un système qui comprend deux éléments. C'est le système qui comprend deux éléments qui est binaire, pas les éléments qui composent le système. Alors ça, c'est un autre exemple d'usage inadéquat du langage qu'on retrouve dans l'idéologie du genre. J'ajoute comme commentaire que les identités de genre reconnues dans la société québécoise, il n'y a personne qui parle d'identité de genre en dehors de ceux qui endossent l'idéologie du genre. Ils sont en train de projeter sur l'ensemble de la société, sur la culture ambiante, des concepts qui n'existent que dans le cadre de leur idéologie. Et donc, en fait, c'est un détournement de sens de mots, comme pour genre, comme pour le détournement de sens des mots hommes et femmes. Et en plus, on ajoute ensuite, en parlant de la non-binarité, que ça représente les identités de genre autres qu'hommes et femmes. Alors, s'il y a plus que deux éléments, même le système n'est pas binaire. Il n'y a plus rien de binaire rendu là. Alors, c'est illogique. Ça va à l'encontre du sens des mots, des règles du langage. Ensuite, on a une section du lexique qui a pour titre « Identité de genre ». Alors, on nous parle du mot « cis » ou au long « cisgenre ». On nous dit le préfixe et adjectif « cis » du même côté
Effectivement, en latin, c'est ça que ça veut dire. Une personne cis désigne une personne qui a la même identité de genre que celle qui lui a été assignée à la naissance. Par opposition au terme trans, le terme cisgenre réfère aux personnes qui s'identifient au genre qui leur a été assigné à la naissance. Eh bien, dans ce cas-là, ça n'existe pas, une personne cis ou cisgenre. Premièrement, parce que personne ne se fait assigner de genre à la naissance. Et deuxièmement, parce que même si l'identité de genre, on va oublier que on ne sait pas encore à quoi ça réfère, c'est une croyance que certains sont libres d'avoir. On peut croire qu'on a une identité de genre, mais la majorité des gens n'utilisent même pas cette notion-là. Ils ne prétendent pas avoir une identité de genre, alors même en acceptant que c'est une croyance, la majorité des gens ne l'ont pas. Et tous ne s'identifient pas aux stéréotypes qu'on appelle le genre dans ce cadre idéologique-là. La majorité des gens, ils ont simplement connaissance de leur sexe. Ceux qui savent qu'ils sont de sexe féminin savent qu'elles sont des femmes. Et ceux qui sont de sexe masculin savent qu'ils sont des hommes. Et ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils s'identifient aux stéréotypes de masculinité et de féminité. À ce sujet-là, justement, moi, j'aimerais bien avoir une réponse à la question suivante. Quelle différence est-ce qu'il y a entre une personne non-binaire et moi, par exemple? Objectivement, là, quelle différence est-ce qu'il y a? Moi, par exemple, j'ai plusieurs traits de caractère qui sont socialement considérés comme féminins. J'aime le maquillage, les accessoires pour les cheveux. Bon, je vais pas énumérer une liste trop longue, mais j'ai aussi certains traits de caractère ou certains éléments de ma personnalité qui sont socialement considérés comme masculins. Par exemple, je suis passionnée de philosophie des sciences, un domaine encore très masculin. Je déteste les films romantiques. J'aime la musculation. Alors, objectivement, finalement, on nous dit le genre est social, c'est des stéréotypes associés à la masculinité, la féminité. Quelqu'un qui est non-binaire, c'est quelqu'un qui ne s'identifie pas entièrement à un de ces genres. Ben, justement, je ne m'identifie pas à un de ces genres. Mon identité ne se limite pas à mon sexe non plus. Alors, bref, si quelqu'un est capable de m'apporter la réponse à cela, c'est-à-dire ce qui distingue objectivement une personne non-binaire d'une personne comme moi, je suis preneuse. Et jusqu'ici, la seule réponse que j'ai eue, ça a été la différence, c'est que toi, tu te considères comme une femme alors que cette personne se considère comme non-binaire. Mais ça, c'est un critère subjectif. Objectivement, quelle est la différence? Je poursuis. Alors, ensuite, on a l'ABC du LGBTQIA2S+. On nous dit ce sigle désigne les personnes de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres. Il contient plusieurs lettres puisqu'il témoigne de la réalité de beaucoup de personnes lesbiennes, beaucoup de personnes lesbiennes, gays, bisexuels, trans, queer, intersexes, asexuels, bispirituels et toutes les autres qui ne se conforment pas au modèle hétéro-cis-normatif. Bien non, justement, ça ne leur donne pas de la visibilité parce qu'on amalgame ensemble des réalités qui sont très différentes. Et ça vient effacer, par exemple, une lesbienne, c'est une femme, c'est-à-dire un humain de sexe féminin, attiré par les autres femmes. Ce qui n'est pas du tout la même chose que revendiquer une identité de genre.
ou que sais-je encore, il y a beaucoup de lettres, il y en a sûrement d'autres qui vont s'ajouter éventuellement. Alors non, on ne leur donne pas de la visibilité parce qu'on amalgame des choses différentes plutôt que de laisser chacun de ces groupes parler de sa propre réalité, de ce qu'il caractérise en propre. Et le mot queer, d'ailleurs, qui est défini ici, je vous lis ce qui est écrit. D'origine anglo-saxonne, le terme queer a été réapproprié par les communautés LGBTQ+, de manière à en faire un symbole d'autodétermination et de libération plutôt qu'une insulte. Il fait référence à toute idée, pratique, personne ou identité allant à l'encontre des normes structurant le modèle social cis-hétéronormatif. Alors, ça devient de plus en plus commun d'utiliser le terme queer pour référer à tout ce monde-là, lesbienne, gay, bisexuelle, trans. Mais il y en a qui n'acceptent pas cette étiquette-là. Moi, je suis bisexuelle, je ne suis pas queer. Et queer, déjà, c'est une idéologie ayant comme l'une de ses chefs de file Judith Butler. Cette idéologie-là, je ne l'endosse pas. Le système hétéro-cis-normatif, en ce qui me concerne, ça n'existe pas en dehors du cadre de l'idéologie du genre. On nous impose de nous identifier en fonction de leur cadre idéologique. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à commenter? Ah tiens, ça ici c'est intéressant. Le dévoilement ou encore le coming out. Alors, on dit que, bon, évidemment, c'est l'action de dévoiler son identité de genre. Vous voyez, c'est intéressant parce que c'est vraiment défini comme l'action de dévoiler son identité de genre. Alors que, traditionnellement, on parlait plutôt d'un coming out pour un homosexuel qui dévoilait son orientation sexuelle. Alors, ça, c'est un détail que j'ai noté. Mais par ailleurs, on dit ici exposer l'identité d'une personne trans ou non-binaire sans son consentement est un manque de respect et peut potentiellement créer une situation dangereuse pour ces personnes. Mais là, il faudrait savoir, parce que dans le même guide, on nous enjoint d'interroger les gens sur leur identité de genre, notamment de leur demander quel pronom ils préfèrent. Mais si je demande à quelqu'un quel pronom il préfère que j'utilise et que ce sont des pronoms neutres, ou encore des pronoms qui ne correspondent pas à son sexe qui est visible, parce que le sexe est visible même si on a des culottes. Le dimorphisme sexuel dans l'espèce humaine, ça s'étend à tout le corps. Mais donc, là, si je demande ces pronoms à quelqu'un, je le place dans une situation qui l'oblige à le révéler s'il s'identifie comme non-binaire ou comme trans. Et on nous enjoint aussi d'utiliser les pronoms demandés par la personne. Mais si une personne qui s'identifie comme non-binaire me demande d'utiliser des pronoms, admettons, yel, et que j'utilise yel, eh bien, si je le fais devant d'autres gens, je suis en train de laisser savoir à ces gens que la personne s'identifie comme non-binaire. Alors, c'est complètement incohérent. Quelqu'un qui voudrait être un allié, parce que la deuxième partie du guide, c'est comment être un bon allié. Quand on essaie d'en être un, ça doit donner des maux de tête, parce que on se fait dire une chose et son contraire. Tenez, je vais me prendre une petite gorgée d'eau. La tasse Alice au pays des merveilles, particulièrement bien choisie pour cette vidéo-ci, parce que quand on regarde ça, on se sent vraiment comme quelqu'un face à des discours complètement décousus. Puis finalement, c'est ceux qui font preuve d'une certaine logique qui se font traiter
on se fait dire qu'on n'est pas ouvert d'esprit ou qu'on agit mal ou que c'est nous qui avons des problèmes mentaux ou je sais pas. Bref, tiens, justement. Alors, la cisnormativité. Le fait de présumer que toute personne est cisgenre. Bon, ben dans ce cas-là, ça n'existe pas, la cisnormativité. Parce que les seules personnes qui croient que ça existe, des personnes cisgenres, ce sont celles qui croient à l'identité de genre et qui croient qu'il existe aussi des personnes transgenres et des personnes non-binaires. Alors, on est encore en train de projeter sur les autres, sur l'ensemble de la société, des concepts qui n'existent que dans le cadre idéologique de ceux qui déplorent la cisnormativité. Et la notion de microagression, justement, quand je dis qu'on se fait dire qu'on n'agit pas correctement parce que soit on n'arrive pas à suivre les directives ou qu'on dit tout simplement comme moi qu'on ne veut pas le faire. Alors la notion de microagression, elle est définie comme ceci. Ce sont des comportements, des attitudes ou des paroles qui peuvent être perçues comme hostiles ou offensants envers une personne en raison de son appartenance à un groupe marginalisé. Alors voyez-vous, qui peuvent être perçus comme offensants. Une agression, c'est censé être intentionnel. Ici, on fait abstraction de l'intention de la personne qui a posé les gestes, qui a eu l'attitude ou qui a prononcé certaines paroles. Ce serait ce qui est perçu comme offensant par autrui qui fait la microagression. Et on dit ensuite, dans le contexte des personnes trans et non-binaires, cela peut inclure des actions telles que le refus de reconnaître leur identité de genre. Mais la notion d'identité de genre n'est même pas définie de façon claire. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est que on est obligé d'endosser des croyances confuses. Sinon, on est coupable de microagression. Et justement, le terme suivant, mégenré, ça représente l'action de faire référence à une personne trans ou non-binaire en utilisant un nom, des pronoms, une formule de salutation ou autre qui ne reflète pas l'identité de genre de la personne. Alors voyez-vous ici, ce n'est pas simplement d'attribuer une identité de genre autre que celle que la personne revendique. Le seul fait que ça ne reflète pas l'identité de genre, ça c'est de ce que j'en comprends. Moi, quand je sais que je parle de quelqu'un qui préfère qu'on ne mentionne pas son sexe, je dis la personne et j'accorde au féminin. Mais là, à ce moment-là, je ne reflète pas l'identité de genre. Alors ça, ce serait déjà un problème si on se fie à la définition qui est ici. Alors, quand Jordan Peterson parle de compelled speech, on peut difficilement dire qu'il a tort. On veut vraiment nous imposer de dire certaines choses. Et justement, la section « Être un allié ou une alliée ». Je ne ferai pas beaucoup de commentaires, je vais juste parler d'un élément. On nous donne une série de conseils à suivre pour être un bon allié, dont celui-ci. Avoir envie d'apprendre. Ayez la curiosité de vous renseigner sur les questions de genre et de transidentité. Admettez vos erreurs et tendez l'oreille aux critiques constructives. Eh bien, au lieu de parler d'envie d'apprendre, il devrait parler d'envie d'obtempérer. Parce que moi, ça fait longtemps que je ne fais que ça, m'informer, mais on continue de me dire que je ne suis pas ouverte parce que je n'endosse pas. Quand je pose des questions, c'est parce que j'ai envie d'apprendre. On me reproche les questions que je pose. On ne nous demande pas d'avoir envie d'apprendre, mais d'avoir envie d'obtempérer.